Merci de votre présence, merci de cette présentation des plus élogieuses qui me ferait rougir. Donc, commencez d'abord par vous dire qu'entre Riposte laïque et la Suisse, c'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire d'amour qui a commencé en 2009, quand à la surprise générale, mais pas forcément la nôtre, vous avez, par votre vote inoubliable sur les minarets, réveillé la France, réveillé l'Europe, et que nous l'avions prévu, à Riposte laïque, nous l'avions prévu pour plusieurs raisons. Mais une quand même, c'est que les Français vous ont envoyé Caroline Fourest pour vous expliquer qu'il fallait bien voter. Et à partir du moment où Caroline Fourest, qui est une véritable tête à claque, prend la parole pour demander aux gens de voter d'une façon, vous pouvez absolument être certain que les gens votent de l'autre façon. Et donc nous n'avions absolument, nous, aucun doute, nous avions préparé un numéro spécial dès le lendemain avec 20 interviews, 20 interventions de personnes pour appuyer un petit peu la victoire du peuple suisse dont nous nous doutions qu'ils allaient en prendre plein la tête avec les Cohn-Bendit et tout, qui vous disaient que les coffres de Suisse allaient se vider et que finalement vous aviez eu un moment d'égarement et qu'il fallait revoter jusqu'à ce que mort s'en suive, mais que vous votiez bien. Donc nous avions déjà apprécié, nous pensions que c'était un réveil, que votre vote, même si vous n'en étiez pas forcément conscient, et l'anecdote d'Oscar disant un an après, il vient le 18 décembre, il est tout surpris d'être ovationné pendant toute la journée, c'est évident que vous étiez les héros des assises internationales sur l'islamisation de nos pays. Et donc, quand je dis que c'est une histoire d'amour, d'amitié, bien évidemment que la présence d'Oscar a été déterminante pour la réussite inoubliable de ces assises, qui a quand même vu pendant un week-end 1 million d'internautes regarder en direct l'ensemble des interventions et une salle pleine de 1300 personnes un 18 décembre alors que la France était recouverte de neige et que malgré tout des personnes étaient parties la veille, avaient affronté les intempéries et tout pour être présentes. Et puis c'est toujours une histoire d'amour puisque, vous le savez, aujourd'hui notre site est basé en Suisse, parce que ce sont des amis de Riposte laïque suisse qui ont accepté de prendre la responsabilité du site, tout simplement d'abord parce qu'on voulait en donner une vision internationale, mais aussi, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est que la législation suisse est un peu moins répressive, pour ne dire que ça, que la législation française, et c'est parce que nous avons pris ces dispositions que ceux qui nous harcèlent de procès voient leur vie un petit peu plus compliquée. Donc c'est toujours également, quand nous avons eu un procès, Oscar, je reviendrai sur ce procès, mais Oscar, que nous avons sollicité pour témoigner pour nous, a répondu présent. Et donc j'insiste vraiment sur la grande complicité et l'amitié qu'il y a pour nous avec le peuple suisse et avec ses votations. Alors ce qu'il s'est passé ces 24 dernières heures, précédant ma venue, résume, je crois, une partie de la tyrannie médiatique et de l'impossibilité de pouvoir aborder une question comme l'islam sans immédiatement être victime des anathèmes habituels. Parce que quand même, que s'est-il passé en Suisse depuis 48 heures? J'ai regardé Internet et j'ai découvert une nouvelle vidéo mise en ligne, une vidéo mise en ligne, d'après ce que je crois savoir, par les amis du sympathique Nicolas Blanchot, et donc une vidéo qui est un véritable appel à la conquête de la Suisse par les musulmans, avec quand même ce message qui est le message de l'État islamique et le message de l'Arabie saoudite, article 1, il n'y a nul autre Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète, avec le drapeau islamique et un véritable encouragement pour les islamistes à conquérir la Suisse et à expliquer qu'ils seront là jusqu'à ce que soit l'objectif, c'est-à-dire de transformer la Suisse en terre musulmane. Or, qu'avons-nous lu dans la presse? Nous n'avons absolument pas lu la moindre émotion, la moindre protestation par rapport à cette vidéo, mais nous avons vu par contre que les très méchants de l'UDC invitaient quelqu'un de, j'ai entendu, de sulfureux, et j'ai lu les amalgames habituels, c'est-à-dire le coup de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous commencez à critiquer l'islam, qui quand même est l'extrême droite du XXIe siècle, par une inversion des valeurs extraordinaires, c'est vous qu'on qualifie d'extrême droite. Je voulais vous donner cette anecdote, c'est qu'en venant, j'ai été interrogé pendant une vingtaine de minutes par le journaliste qui a fait cet article. J'ai répondu à 8 questions.
Je n'ai lu absolument aucune des réponses que j'ai faites à ces 8 questions. Par contre, simplement 2 choses. Extrême droite, condamnée pour incitation à la haine raciale. C'est déjà un premier mensonge crapuleux. Nous n'avons pas, et c'est ce procès où Oscar est venu témoigner en notre faveur, nous n'avons jamais été condamnés pour incitation à la haine raciale. Pour une bonne raison, à ma connaissance, l'islam n'est pas encore une race. Nous avons été condamnés, ce que ne signalent pas les médias. Nous avons été condamnés, pas seulement Pierre Cassan le sulfureux, mais un garçon extraordinaire qui s'appelle Pascal Ilout, né Mohamed. Pascal Ilout, né Mohamed, est un apostat de l'islam. Et c'est lui, ce garçon, qui crie son amour de la France, qui crie son amour de la République, qui alerte nos compatriotes sur la réalité de l'islam, sur le péril mortel que ce deuil me fait courir à notre pays, à notre civilisation, à nos valeurs démocratiques, à nos valeurs laïques. C'est lui qui a été condamné, alors que dans le même temps, ceux qui appellent au djihad, ceux qui appellent à la violence, ceux qui utilisent la violence quotidiennement, sont l'objet d'une tolérance et presque d'une complicité de la part des médias, mais aussi de la part des magistrats, absolument invraisemblable. Je dois vous dire que ce jour-là, pour vous dire l'état de notre justice, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme a fini par dire à Pascal, qui expliquait ce qu'était l'islam, il a fini par lui dire « Vous êtes raciste envers vous-même ». C'est donc un nouveau délit, on peut être accusé en France d'être raciste envers soi-même. Et donc, je trouve que cela résume parfaitement la difficulté, pour ne dire que ça, qu'il y a aujourd'hui en France, mais dans l'ensemble des pays européens, à vouloir alerter nos compatriotes sur l'islam. Les méthodes d'intimidation tombent immédiatement. Ce sont naturellement les saloperies dans la presse. Vous êtes immédiatement classé extrême droite. Extrême droite, c'est le truc qui tue. Extrême droite, c'est Vichy en France, c'est Hitler. Extrême droite, c'est la dictature, c'est Pinochet, c'est tout ça. Bref, c'est des gens méchants qui ne respectent pas la démocratie et qui rêvent d'appliquer un système totalitaire. Vous êtes immédiatement classé d'extrême droite. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous subissez des menaces physiques. Vous subissez des menaces de mort. Christine Tazin, ici présent, est une habituée des menaces de mort par Internet. Vous ne pouvez plus vous déplacer quelque part, tenir une conférence, sans être obligé d'avoir une sécurité. Parce que vous savez forcément que vous pouvez avoir soit des gauchistes, soit des islamistes, qui marchent d'ailleurs main dans la main avec une complicité étonnante qui rappelle un petit peu le pacte germano-soviétique. Donc vous avez des gauchistes et des islamistes qui viennent vous menacer, essayer de vous agresser ou faire interdire vos initiatives. Vous avez naturellement, pas seulement en France, je vous rappelle quand même, et il n'y a pas que nous, nous ne jouons pas les pleureuses, je vous rappelle qu'il y a 10 ans, Theo van Gogh était assassiné en Hollande. Il était assassiné par un musulman né en Hollande, Mohamed Bouhiri, qui le jour du procès expliquera que c'était son devoir de musulman et c'était la demande d'Allah qu'il devait tuer quelqu'un qui avait osé parler de manière irrespectueuse des textes sacrés. Oscar a rencontré Geert Wilders et je crois savoir que vous vouliez inviter Geert Wilders et que ça a été compliqué, pour ne dire que ça, vous avez dû annuler. Geert Wilders, depuis 10 ans, Geert Wilders vit sous haute protection policière. C'est un homme qui a été obligé régulièrement de changer de lieu où il allait dormir et tout, et Geert Wilders a une vie, je crois, que personne ne peut envier. Je pourrais vous parler du philosophe Robert Redeker en France, qui vit comme un prisonnier dans son propre pays, pour avoir en 2006 écrit un texte, entre nous il y en a des centaines, beaucoup plus dur dans riposte laïque. Il n'empêche qu'il a été l'objet d'une fatwa. Je pourrais vous parler de l'ensemble de nombre de nos compatriotes qui, parce qu'ils ont pu écrire quelque chose qui était un petit peu hostile à l'islamisation de leur pays, voient des menaces professionnelles ou des menaces physiques leur tomber dessus. Donc tout est bon pour empêcher un petit peu les méchants, par tous les méchants je mets des guillemets, par tous les moyens
de pouvoir alerter nos compatriotes sur l'islam. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'au niveau des médias, dès que vous avez un événement comme l'islam nous en réserve quand même de plus en plus quotidiennement, que cela soit un attentat islamique. Je vous rappelle quand même que depuis le 11 septembre 2001, nous en sommes dans le monde à 25 000 attentats islamiques mortels, ce qui représente une moyenne de 5 par jour. Vous avez un site que je vous recommande qui s'appelle Religion of Peace, qui met tous les jours ce chiffre à jour. Donc dès que vous avez, que ça soit un Mohamed Merah, que ça soit un émouche, que ça soit des décapitations dans l'État islamique, que ça soit une multiplication d'attentats, dès que vous avez l'islam qui est mis au premier plan, vous avez immédiatement sur les plateaux de télévision le défilé des enfumeurs. Qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous raconte d'abord, surtout pas d'amalgame. C'est fait au nom de l'islam, c'est fait au nom du prophète, mais surtout pas d'amalgame. On vous raconte ensuite, ne confondez pas islam et islamisme. Je vous rappelle quand même cette phrase du poète algérien Ferhat Mehini, qui nous explique que l'islam, c'est l'islamisme au repos, mais que l'islamisme, c'est l'islam en action. Quelque chose qu'il est impossible d'aborder, impossible de débattre. Vous avez droit naturellement à l'islam, religion d'amour, de tolérance et de paix. Alors, religion d'amour, de tolérance et de paix, là encore, personne ne pose les bonnes questions sur les plateaux de télévision. Dans le Coran, combien de fois le mot amour est-il utilisé? 0 fois. Combien de fois le mot tolérance est-il utilisé? 0 fois. Combien de fois le mot paix est-il utilisé? 0 fois. Par contre, le mot guerre est utilisé 9 fois. Le mot infidèle est utilisé 47 fois. Le mot tuer est utilisé 65 fois. Le mot feu de l'enfer est utilisé 150 fois. Le mot mécréant est utilisé 155 fois. Le mot châtiment est utilisé 355 fois. Il n'empêche que vous avez régulièrement des gens qui cannibalisent les plateaux de télévision sans aucune controverse et qui continuent à vous raconter que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix. Et pour autant, malgré ce matraquage médiatique, malgré ces intimidations, les peuples, que ce soit le peuple suisse qui nous le montre quand il a l'occasion de voter, et profitez-en, vous êtes les derniers d'Europe à pouvoir donner la parole à votre peuple, que ce soit tous les peuples dans les sondages, tous les peuples nous disent « on ne veut pas d'islam dans notre pays ». Le 24 janvier 2014, le journal Le Monde, qui n'est pourtant pas le fer de lance de l'islamophobie et qui n'a pas la réputation d'être des afro-fascistes et des afro-personnes d'extrême droite, publiait un sondage, expliquait que 74% de nos compatriotes considéraient que l'islam était incompatible avec les valeurs de notre pays et avec la démocratie. Pour répondre à la question du débat de ce soir, comment voulez-vous qu'il en soit autrement? C'est-à-dire, comment voulez-vous, quand on regarde la réalité de l'État islamique? L'État islamique, je vous invite, pour répondre à ceux qui vous disent « l'islam, ce n'est pas ça », l'État islamique, c'est l'application des textes sacrés du Coran, et c'est ce que l'islam a fait depuis 14 siècles, qu'il a dans son ADN la guerre contre tout ce qui n'est pas musulman, et qu'il a dans son ADN forcément un esprit de conquête. Les gens vous disent les décapitations, c'est pas ça, mais que ces gens lisent l'histoire, qu'ils regardent, qu'ils lisent un article d'Henri Postelaïc de Maxime Lépante, intitulé « Décapitation, histoire de l'islam depuis Mahomet jusqu'à aujourd'hui », où vous aurez le récapitulatif et vous aurez surtout les versets et les sourates du Coran qui demandent de frapper au cou les infidèles. Les décapitations, ça fait partie des textes sacrés de l'islam. Donc, on vous raconte, comment voulez-vous en France, quand on voit le nombre de voiles qui se multiplient? Vous avez de plus en plus de gamines, voilées. L'offensive du voile se développe à l'université.
il se développe sur les lieux de travail où nous en étions préservés. Comment voulez-vous, quand on voit la multiplication des mosquées? En France, nous avons une nouvelle mosquée par semaine. Les mauvaises langues disent que UMPS, puisque c'est les deux qui se partagent le pouvoir, les mauvaises langues disent que UMPS, ça veut dire une mosquée par semaine. Vous voyez, vous avez donc une mosquée par semaine qui pousse en France. La question c'est, est-ce que ces mosquées favorisent davantage d'assimilation? Est-ce que le constat que nous faisons, c'est à chaque fois qu'il y a une mosquée, y a-t-il moins de voiles? Y a-t-il moins de revendications communautaristes? Y a-t-il davantage d'amour de la France? Y a-t-il davantage d'assimilation? Non. Tout simplement parce que les mosquées dans l'islam sont considérées comme la référence des musulmans et sont considérées comme des méribis. Donc des méribis qui renforcent quelque part un espèce d'État dans l'État. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la construction des mosquées, et absolument pas, comme les idiots utiles en France le disent, que ça va être un islam de France qui, bien évidemment, va véhiculer un islam particulier hexagonal, comme si l'hexagone pouvait être protégé comme à l'époque du nuage de Tchernobyl. Vous avez la multiplication des abattoirs halal. C'est-à-dire que vous avez la chance en Suisse de ne pas connaître cette chance, cette joyeuseté des abattages rituels à la fin de la fête, à la fin du Ramadan. Nous avons donc les abattages halal, alors qu'on considère qu'il n'y a qu'entre 10 et 15% de musulmans en France. Aujourd'hui, 55% de nos compatriotes mangent halal sans le savoir. Sans le savoir, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'étiquetage. Parce que pour les abattoirs, c'est beaucoup plus rentable de faire tout au niveau halal, ce qui naturellement pose des petits problèmes. C'est-à-dire que d'abord, il y a des problèmes sanitaires énormes. Je vous invite à suivre les travaux du vétérinaire, le docteur Alain de Peretti, qui alerte nos compatriotes et qui nous explique que la vache folle, c'est de la rigolade par rapport aux risques sanitaires que nous prenons sans le savoir en mangeant halal, avec les conditions dans lesquelles la bête est abattue, la bête agonise pendant 15 minutes, dans des conditions absolument sordides et tout, et donc avec des risques alimentaires importants. Donc, je pourrais vous parler de la multiplication des agressions gratuites. Nous avons en France quelque chose de très curieux, c'est-à-dire que nous avons une épidémie de ce que la presse appelle pudiquement des coups de couteau à la gorge. Des coups de couteau à la gorge, auparavant, il ne s'agit pas de dire que nous avons toujours eu des actes de délinquance, il y a toujours eu des coups de couteau. Mais en général, les gens, on va dire les Français d'origine, avaient plutôt tendance à donner un coup de couteau au niveau du ventre. Là, vous regardez dans un ensemble de faits divers qui sont totalement passés sous silence, vous avez une multiplication de coups de couteau qui sont donnés à la gorge. Je ne vous ferai pas un dessin pour savoir qui donne les coups de couteau et qui les reçoit. Et là encore, le fait d'égorger les infidèles et les non-croyants fait partie de sourates des textes sacrés, de sourates extrêmement violentes qui sont enseignées dans les mosquées. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, je pourrais vous dire également que 18% de nos compatriotes seulement sont favorables à la construction de mosquées dans notre pays, malgré le fait qu'il en sorte une par semaine. Et encore, je ne suis pas certain que les 18% qui y sont favorables sont tout à fait d'accord si la mosquée est à 100 mètres de chez eux. Hein, en général, les 18% qui y sont favorables, c'est plutôt que ça soit loin. Alors, une fois qu'on a dit ça, je dis, il n'y a rien d'étonnant, parce que c'est la réalité quotidienne, quel que soit le matraquage médiatique et politique que nous font les enfumeurs, les idiots utiles de l'islam, ou ceux que nous appelons les islamo-collabos, rien d'étonnant à ce que 74% de nos compatriotes estiment que l'islam aujourd'hui est incompatible avec nos valeurs. La vraie question, c'est quels sont les 26% qui ne sont pas encore arrivés à cette conclusion. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il est important de faire un bon diagnostic avant de donner des réponses, avant d'envisager des réponses politiques. Parmi les pièges mortels qui nous sont tendus, on nous fait le coup de l'islam religion. Pas seulement d'amour, de tolérance et de paix, mais l'islam religion, voire même, on nous raconte que l'islam, c'est finalement comme le catholicisme ou le judaïsme,
C'est un des trois monothéismes, et c'est absolument la même chose. Je vous citais tout à l'heure les mots employés dans le Coran qui reviennent le plus souvent. J'ai du mal à croire, et c'est un athée qui vous le dit, j'ai du mal à croire quand même que le message de Jésus, qui est quand même « aimez-vous les uns les autres », soit tout à fait compris de la même façon par les catholiques que le message de Mahomet, qui est combattez tout ce qui n'est pas musulman et convertissez, vainquez, écrasez tout ce qui n'est pas musulman pour que l'islam soit religion maîtresse. J'ai du mal à penser qu'il puisse y avoir une similitude entre les deux discours. Mais il y a surtout une chose, je crois, que le fait de nous dire que l'islam est une religion est un piège qu'on nous tend, puisque nous sommes dans des sociétés occidentales tolérantes, nous sommes pour le droit de pratiquer le culte, nous sommes pour le droit de croire ou de ne pas croire, nous avons donc des valeurs démocratiques et de tolérance énormes. Donc on va vous dire, il n'y a aucune raison d'interdire d'honnêtes croyants de pratiquer le culte de leur choix. Sauf que l'islam, et je vous engage à lire René Marchand, notamment Reconquista ou Mort de l'Europe, qui théorise ça très très bien, beaucoup mieux que moi, l'islam n'est pas une religion. L'islam est un projet politique totalitaire, hégémonique, qui avance de fait derrière le fait religieux pour imposer sa vision totalitaire de la société. Et il y a une chose qui le démontre, ce qui caractérise une religion, ce qui caractérise y compris notre constitution en France, c'est dans l'article 1, le respect de la liberté de conscience. C'est-à-dire qu'une religion se caractérise par le respect de la liberté de conscience, par le respect de la religion des autres et par le respect de l'athéisme ou de la non-croyance. L'islam est incapable de respecter la liberté de conscience, puisque l'islam ne peut exister que par la conquête et par l'hégémonie. Mais peut-être deux autres choses qui montrent que ce n'est pas une religion et que ce n'est pas compatible avec nos valeurs, c'est la place de la femme. Il est bien évident que dans nos sociétés occidentales, nous tenons, bien évidemment, il y a des différences entre les hommes et les femmes, bien évidemment, malgré les savants fous de la théorie du genre, c'est toujours les femmes qui font des enfants, ça, on n'en est pas encore revenu à remettre ça en cause, mais il y a une égalité de droit entre les hommes et les femmes. Cette égalité n'existe pas dans le Coran et ne peut pas exister en islam. Je vous rappelle que lors d'un héritage, la femme ne touche que la moitié de ce que touche l'homme. Je vous rappelle que dans l'islam, un homme peut avoir 4 épouses. Je ne conseillerais pas à une musulmane de prendre 4 époux. Je ne suis pas sûr que ça se passerait très bien pour elle. Donc il y a également une incompatibilité sur l'égalité des hommes et des femmes, mais il y a également une incompatibilité sur la séparation du religieux et du politique. C'est-à-dire que l'islam est une foi, mais l'islam est une loi. Et le politique et le religieux sont totalement entremêlés, il n'y a aucune séparation possible. Alors, à partir de là, on ne peut pas dire que l'islam est une religion. Et le fait de dire que l'islam n'est pas une religion facilite d'autant plus pour nous des mesures qui peuvent être prises pour se préserver de cette offensive. À partir du moment où on dit c'est un dogme, on peut interdire un dogme. Je vous rappelle par exemple qu'en France, on a interdit le Parti communiste entre 1939 et 1941, à l'époque où le Parti communiste soutenait le pacte germano-soviétique, c'est-à-dire l'alliance entre Hitler et Staline, et donc il avait été jugé qu'il n'était pas possible de continuer à accorder une égalité à un parti qui, dans ce pays, était ouvertement du côté de ceux qui voulaient conquérir ce pays. Donc je vous signale juste donc, qu'à partir du moment où on ne tombe pas dans le piège de l'islam-religion, c'est un peu plus facile de prendre des mesures. L'autre élément qui est intéressant sur donner le bon diagnostic, c'est s'entendre sur qu'est-ce qu'un musulman. Puisqu'on nous raconte bien souvent qu'il y a des musulmans modérés. Et donc la belle histoire, c'est de dire ce qu'on vous dit sur les plateaux de télévision, arrêtez de stigmatiser, il n'y a que 2% d'extrémistes et il y a 98% de musulmans modérés, laïcs, républicains, patriotes, enfin bon et tout et tout. Sans doute, on remarque quand même que quand les Tunisiens votent en France, 40% de ces Tunisiens votent pour le parti Ennahda.
le parti le plus intégriste, et que malgré tout, la Tunisie est considérée comme le modèle le plus évolué avec l'apport de Bourguiba dans les années 56. Donc un musulman, c'est en principe quelqu'un qui souhaite que les textes sacrés de l'islam s'imposent et qui souhaite donc forcément vivre dans un pays où les dogmes mahométans s'imposeront. J'aime toujours rappeler cet épisode lorsque j'ai été opposé, moi aussi j'ai rencontré Annie Ramadan, lorsque j'ai été opposé à Annie Ramadan à Montreux. Moi, j'ai envie de dire, j'ai été sincère avec les musulmans, je leur ai dit que je les respectais, que c'était des combattants, que c'était des guerriers, qu'ils avaient totalement raison de défendre leur foi et leur dogme, mais tout simplement que c'était totalement incompatible avec le nôtre. Parce que tout simplement, je leur ai dit, si vous êtes des bons musulmans, vous considérez forcément que la situation de la Suisse aujourd'hui ne peut qu'être une situation transitoire, et vous ne pouvez que souhaiter vivre un jour sur une terre d'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pour les musulmans que deux terres, il y a ce qu'on appelle Dar al-Harb, c'est-à-dire c'est une terre qui n'est pas encore musulmane, mais dans laquelle ils doivent faire la guerre, selon les textes sacrés, pour qu'elle le devienne, et il y a Dar al-Islam, c'est-à-dire la terre qui est devenue musulmane. Et donc il y avait dans cette salle à peu près 120 ou 130 personnes, une centaine de voilés quand même, hein, donc 80, hein, 120 ou 130 personnes musulmanes, et il y avait à peu près une quarantaine de Suisses. Et à un moment, je les ai interpellés en disant, vous êtes des bons musulmans, vous ne pouvez que souhaiter que la Suisse devienne musulmane. Pas un ne m'a dit, mais Pierre Casson, vous êtes complètement fou. Pas du tout, nous sommes bien comme ça, et nous voulons rester minoritaires en Suisse, et nous espérons que dans 2 siècles, dans 3 siècles, ça sera toujours comme ça. Pas un ne m'a repris. Tout simplement parce que c'est la cohérence. Vous aviez ce trésorier de la mosquée de Roubaix, qui a été pris presque en flagrant délit. Ce qui est intéressant, c'est que le mec est quand même sur les grands électeurs socialistes, hein, sur la liste des grands électeurs socialistes par ailleurs. C'est le trésorier de la mosquée. Et le mec commence, il se lâche, il dit que la charia, donc c'est-à-dire couper les mains des voleurs, l'application de la lapidation pour les femmes et tout, dans les pays musulmans c'est normal. C'est normal, c'est la loi et tout, mais dans les pays français, bon, c'est pas la loi, c'est normal. Et le journaliste le piège, il lui dit oui d'accord, mais si vous êtes 50%, alors vous considérez que c'est normal en France? Et là, le visage du mec change. Ses yeux brillent de plaisir, de bonheur, on sent qu'il y est, et il dit, bien sûr, quand on est 50%, la charia devra s'appliquer en France. Ce qui est tout à fait logique par rapport à la culture, par rapport à l'éducation et tout. Donc, les questions, et je finirai, la question c'est justement, s'il ne défend pas ça, j'ai envie de dire, là il y a une question, et j'aime bien revenir sur le philosophe Michel Onfray. Michel Onfray dit 2 choses très intéressantes. La première chose, pour ceux, Michel Onfray, philosophe, athée, qui vient de l'extrême gauche, qui il y a 5 ans soutenait Besancenot, il y a 4 ans soutenait Mélenchon, et qui aujourd'hui est accusé par tout le monde de parler comme Marine Le Pen et riposte laïque, hein, pour dire qui est Michel Onfray. Et Michel Onfray donc expliquait que, selon lui, dans 2 générations, avec l'immigration et avec la natalité, la démographie, la France, mais une majorité de pays d'Europe passerait sous contrôle musulman. Personne n'a contredit les propos de Michel Onfray. Aucun démographe n'a dit « mais ce mec est cinglé ». Ça a été un silence étonnamment poli, mais bon, on a évacué. Et Michel Onfray a cette formule, quand on lui dit « mais attendez, il y a des musulmans modérés, tous les musulmans ne veulent pas conquérir les pays et tout, vous avez des musulmans laïcs et tout ». Michel Onfray a cette formule, il dit « oui, c'est vrai, vous avez aussi des catholiques qui ne croient plus au ciel et qui continuent à se dire catholiques. Vous avez des communistes qui croient à l'économie de marché et qui continuent à se dire communistes. Et moi, je me permets de dire qu'on pourrait peut-être avoir des cannibales qui ne mangent plus de viande, mais qui mangent plus que des légumes, et qui se diraient toujours cannibales. Oui, il n'empêche qu'un musulman qui ne souhaite pas voir le pays dans lequel il vit devenir musulman n'est plus un vrai musulman. Je ne dis pas que c'est un apostat, mais en tout cas, il est en contradiction
avec les textes sacrés qui l'habitent. Donc, une fois qu'on a dit ça, et pour conclure, vous êtes le pays de la démocratie. Vous êtes le pays où on demande encore l'avis au peuple. Nous, en France, on a réussi, et je pense que c'est intéressant de faire ce bilan. Nous avons mené 2 batailles importantes pour freiner l'offensive de l'islam. Je dis bien la freiner. En 2003, nous avons mené une bataille que nous avons qualifiée hypocritement de contre les signes religieux à l'école, qui en fait, naturellement, c'était pas les croix qui posaient problème, c'était pas les kippas, c'était les voiles. Donc nous avons mené une bataille victorieuse. Il y a eu une loi, le 15 avril 2004, pour interdire les signes religieux à l'école. Et en 2009, nous avons mené également une campagne contre le voile intégral qu'on appelle le niqab, qu'on appelle la burqa. Campagne qui a été victorieuse. J'ai envie de dire, le bilan de ces 2 campagnes que nous devons faire, et qui, à mon avis, est le même bilan qu'il serait intéressant de faire en Suisse après votre victoire sur les minarets, est-ce que nous avons freiné la progression et l'ascension de l'islam par ces 2 victoires significatives, exemplaires par la mobilisation qu'il y a eu? Ce que nous constatons, c'est que ça soit nous en France, depuis 2003 ou depuis 2009, je vous ai signalé toutes les avancées de l'islam. Il y a aujourd'hui, depuis 2009, vous avez plus de musulmans en France, vous avez plus de voiles, vous avez plus de revendications communautaristes, vous avez, les musulmans sont majoritaires dans les prisons. De plus en plus, vous avez des territoires perdus de la République. De plus en plus, nous avons des endroits où les lois de la République s'effacent devant les lois de l'islam. De plus en plus, dans nos écoles, il n'est plus possible à des enseignants de parler de la Shoah dans les cours d'histoire. De plus en plus, dans le 93, vous n'avez plus un enfant juif qui va dans les écoles de la République. Tout simplement parce que c'est plus possible. Donc j'ai envie de dire, si on fait le bilan, nous avons gagné des batailles partielles, mais nous n'avons pas fait reculer l'offensive de l'islam. Et c'est là que si réellement, et je pense que c'est ça les questions qui doivent nous habiter, si réellement nous pensons que le pronostic de Michel Onfray est juste, si réellement nous pensons qu'avec la démographie et avec l'immigration, nous pensons que dans 2 générations, notre pays, votre pays peut-être plus tard, donc nos enfants, nos petits-enfants risquent de se retrouver minoritaires chez eux et risquent de se retrouver dans une situation où ce ne sont plus nos lois, nos principes qui s'appliquent. Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Moi, il n'y a qu'un truc que j'aime bien chez les écolos, c'est le principe de précaution. Est-ce que le principe de précaution ne justifierait pas qu'on commence à pouvoir dire, puisque tout le monde dit que l'islam est compatible avec la démocratie, eh bien peut-être que l'islam n'est pas compatible avec nos valeurs, avec nos principes, avec la République, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et s'il n'est pas compatible, n'est-il pas possible, est-il réellement scandaleux, dans une situation comme celle-ci, ou dans des situations exceptionnelles, peut-être qu'il faut prendre des situations exceptionnelles, qu'on soit capable d'imposer le débat, je dis bien d'imposer le débat, comme vous avez su le faire et comme nous savons le faire, sur justement la compatibilité de l'islam avec nos valeurs, mais dans ce cas-là, en prenant réellement les décisions qu'il faut. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si nous pensons que réellement notre civilisation, nos valeurs sont en péril, c'est peut-être aujourd'hui, quand il est encore temps, qu'il faut éviter l'inévitable guerre ou les inévitables affrontements qui se dérouleront dans 10, 15 ou 20 ans, en anticipant le problème et en interdisant la visibilité de l'islam dans nos sociétés. Et en laissant le choix à ceux qui se disent musulmans. Soit ils considèrent que les lois de Dieu sont supérieures aux lois des hommes, et ils n'ont pas leur place dans ces pays, mais ils ont leur place dans un des 57 pays de l'OCI. Soit ils considèrent qu'ils sont fiers d'être Suisses, amoureux de la Suisse, amoureux du pays qui les a accueillis, et que tel un Pascal Ilout, mais aussi tel beaucoup d'autres, ils souhaitent continuer à vivre dans un pays qui leur accorde la liberté, la démocratie, et dans ce cas-là, je dirais qu'il est également de notre devoir d'aider ces gens-là qui sont venus chercher le
le progrès, la laïcité, le droit des femmes, la liberté de conscience et tout, qu'il est de notre devoir de les protéger en se débarrassant de ceux qui veulent islamiser nos pays. Et je sais que nous sommes un site, il est beaucoup plus facile pour nous de mettre ça en avant parce que nous sommes des agitateurs d'idées, quelque part, que pour une organisation politique comme l'UDC, qui, elle, doit tenir compte de tout un contexte. Mais je crois réellement que la question de l'autorisation de la visibilité de l'islam sera forcément posée un jour, et que plus vite il sera posé, mieux ça sera. Tout simplement, et je finirai là-dessus, parce que nous avons la chance de vivre dans des pays et dans une civilisation extraordinaire, unique au monde, généreuse, une civilisation où les hommes et les femmes sont égaux, une civilisation où on a le droit de croire ou de ne pas croire, une civilisation extraordinaire au niveau des arts, une civilisation extraordinaire au niveau de la littérature, une civilisation extraordinaire au niveau de la liberté de conscience, une civilisation extraordinaire au niveau de la façon dont on élève nos enfants et tout. Et je crois réellement qu'il faut être fier de ça et qu'il faut savoir les défendre. Et si pour savoir les défendre, il faut prendre des mesures exceptionnelles, je crois qu'il est de notre débat, de notre devoir d'y réfléchir, parce que c'est tout simplement l'avenir de notre civilisation, l'avenir de notre pays, celui de nos enfants et celui de nos petits-enfants. Je vous remercie. Juste compléter là-dessus, c'est-à-dire vous dire la réalité des entreprises françaises. C'est-à-dire les entreprises françaises, puisque vous évoquiez ça, confrontées à l'offensive de l'islam. Ça se traduit par des revendications de salles de prière. Ça se traduit par des demandes d'aménagement régulier d'horaires par rapport au vendredi. Ça se traduit par de plus en plus l'offensive du voile. Ça se traduit dans les cantines par l'exigence du halal. Ça se traduit dans les hôpitaux par le fait qu'on ne sert plus de porc aux clients. Ça se traduit dans les cantines scolaires par le fait qu'on ne sert plus de porc également dans les cantines scolaires, alors que le porc est quand même en plus une industrie en difficulté en France. Bref, ça se traduit suite à un ensemble de revendications communautaristes. Tous les jours, nous y sommes confrontés. Je ne vous dis pas la période du Ramadan et les conséquences, par exemple. Est-ce que vous imaginez les chauffeurs de car qui font le Ramadan? C'est pour les copines qui sont conductrices de car à la RATP. Est-ce que vous imaginez les risques pour les personnes transportées ou pour les personnes qui sont sur les trottoirs? Bref, ça se traduit alors que, justement, la laïcité à la française, qui n'est pas anti-religieuse, mais c'était très clair que c'est la pratique dans la sphère privée et que sur un lieu de travail, on n'a pas à savoir et à mettre en avant une infirmière à pas refuser de travailler un dimanche parce qu'elle va à la messe, par exemple, hein, c'est-à-dire que c'est quand même le travail qui détermine et qu'on s'adapte après. Nous avons subi depuis 30 ans un recul épouvantable sur cette question et nous sommes l'objet d'un harcèlement quotidien. De temps en temps, vous réussissez à repousser une requête, une demande, mais pour une requête que vous repoussez, il y en a 10 qui passent. Sur les femmes voilées, vous avez raison avec ce détail supplémentaire, c'est qu'il faut savoir d'abord que la gauche, quand elle était dans l'opposition, n'a pas voté la loi contre le voile intégral. Il faut savoir qu'en France, 93 François Hollande a été élu grâce au survote musulman, puisque 93% des musulmans ont voté pour François Hollande. Est-ce que c'est un hasard? Toujours est-il que les forces de l'ordre ont manifestement des consignes très strictes, c'est de ne plus créer des incidents lorsqu'ils contrôlent une femme intégralement voilée, qui pourtant viole la loi, mais qu'ils ont la consigne. Vous avez eu par exemple les premiers incidents sont arrivés après la victoire de la gauche, donc aux alentours de l'été 2012 pendant le Ramadan. Vous avez des policiers qui interpellent à Marseille, ils sont 3 policiers, ils interpellent à Marseille une femme intégralement voilée, donc qui viole la loi de la République. Immédiatement, c'est naturellement les cris,
on appelle du renfort, pas dans la police, hein, dans les copains, dans les grands frères, et les policiers en prennent plein la tête, il y a 3 blessés. Et le magistrat, le procureur, décide, pour apaiser, et naturellement sur consigne du gouvernement, décide pour apaiser de demander aux policiers, pendant la période du Ramadan, de ne plus faire de contrôle de femmes intégralement voilées. Le message est parfaitement reçu, et aujourd'hui, vous revoyez exactement comme avant la loi, des centaines de femmes intégralement voilées qui bafouent la France et qui bafouent la République. Alors avant de répondre à ta question, je voudrais raconter quand même une anecdote. C'est donc, vous savez, et tous les médias se sont précipités là-dessus, vous savez qu'il y a parmi, donc on a eu les décapitations de masse de 18 pilotes irakiens et d'un dernier otage américain. Et donc on voit une vidéo comme l'État islamique sait remarquablement les faire, et comme ses disciples en Suisse savent remarquablement les faire, hein, la vidéo de ce matin est remarquablement faite. Donc vous voyez sur cette vidéo, on a recensé 2 Français de souche, convertis. Immédiatement, vous avez eu sur tous les plateaux de télévision les enfumeurs de service, la Dounia Bouzar et tout, qui vous a expliqué que les djihadistes, dans les djihadistes, il y avait des athées, il y avait des catholiques, il y avait des juifs, il y avait de tout, mais il n'y avait pas d'immigrés et il n'y avait pas de musulmans. Autrement dit, on vous a fait mais un véritable lavage de cerveau pendant 2-3 jours. Sur le côté, dans les djihadistes, il y a tout sauf des musulmans. Comme le dit quand même Jean-Luc, la réalité, c'est quand même que la majorité... Alors c'est intéressant aussi les chiffres, hein. On vous donne comme chiffre sur les djihadistes qui ont quitté la France et qui sont partis en Irak ou en Syrie, on vous donne le chiffre de 1000. Il est intéressant de voir que Samuel Laurent, un journaliste exceptionnel, pas celui du Monde, hein, parce qu'il y en a un au Monde qui signe du même nom, mais Samuel Laurent, qui a côtoyé tous les leaders d'Al-Qaïda dans le monde et qui a fait un remarquable livre Al-Qaïda en France. Donc Samuel Laurent, lui, estime qu'il y en a au moins 3000 ou 4000. Autre anecdote, c'est que nous avons quand même un ministre de l'Intérieur extraordinaire. Donc vous avez des mecs qui veulent partir faire le djihad, donc qui reconnaissent, Oscar le disait tout à l'heure, que la République, la démocratie et tout, c'est pas leur truc. Ils veulent partir. Et vous avez un ministre de l'Intérieur en France qui dit « Les laissez surtout pas partir, laissez-les nous en France ». Et qu'est-ce qu'on... Autrement dit, laissez-les égorger les Français, quoi. Plutôt qu'ils aillent se battre là-bas, laissez-les égorger les Français. Et truc extraordinaire quand même. Et qui propose, alors des choses extraordinaires, un numéro vert. Alors c'est vrai que ça change tout quand même, hein. Un numéro vert pour les djihadistes qui partiraient donc en Syrie, et qui propose d'autre part un plan social. C'est-à-dire des assistantes sociales qui iraient discuter avec eux pour leur tirer l'oreille et puis pour leur dire quand même que couper une tête, c'est pas bien, ça se fait pas. Vous voyez l'efficacité quand même, hein. Donc, mais bien évidemment, comme le dit Jean-Luc, bien évidemment que la progression de l'islam, de l'islamisation et de la barbarie des plus radicaux d'entre eux a forcément un rapport avec l'immigration. Je parlais tout à l'heure de l'aggravation de la situation. Entre le moment où Oscar est venu en France pour les assises sur l'islamisation, décembre 2010, et aujourd'hui, vous avez 1 million de nouveaux venus sur le territoire français. Vous avez 250 000 nouveaux venus sur le territoire français dans une période où les chiffres officiels nous disent que nous avons 3 500 000 chômeurs et où les vrais chiffres, je vous recommande l'article de Marine Le Pen ce matin dans Boulevard Voltaire, on n'est pas d'accord surtout avec Marine Le Pen, mais quand elle dit des choses bien, il faut le dire, donc je vous recommande cet article où elle vous explique que les vrais chiffres, c'est que nous avons 8 millions de personnes sans emploi en âge de travailler en France. Et c'est dans cette période-là qu'on nous fait venir en France, en facilitant de plus en plus les visas, et encore plus pour les pays du Maghreb, qu'on nous fait venir en France 250 000 nouveaux venus. Bien évidemment que sur les 250 000 nouveaux venus, il n'y a pas que des musulmans. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il suffit de voir ce qui se passe à Lampedusa, il suffit de voir quand même un petit peu la réalité de l'immigration, il y en a beaucoup. Donc, bien évidemment qu'en augmentant l'immigration, on augmente les risques d'islamisation de la France et on donne du renfort
à ceux qui étaient déjà fort actifs pour faire passer leurs revendications communautaristes. D'où donc, c'est évident qu'il y a des choses, puisque Jean-Luc parle de l'immigration, il y a un sujet qui commence à revenir et que vous avez, vous autres, commencé à aborder, c'est la remigration. C'est-à-dire que le bloc, par exemple, le bloc identitaire a fait des assises en expliquant, et là encore, les idées, il y a 1 an en France, personne ne voulait entendre parler de remigration, ça paraissait un truc irréalisable, les gens disaient qu'est-ce que c'est que c'est fou, il suffit d'arrêter l'immigration, c'est suffisant. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que s'il n'y a pas une remigration massive, et notamment vers les pays du Maghreb, nous allons forcément à des affrontements et à une logique de guerre. Moi, je n'aime pas le mot guerre civile. Je n'aime pas le mot guerre civile parce que je ne le trouve pas adapté. Et je veux bien expliquer pourquoi. Je trouve qu'une guerre civile, c'est par exemple l'Espagne. L'Espagne, vous avez les communistes et vous avez toute la gauche et vous avez les franquistes qui s'affrontent. Ça fait très mal. Ce sont des personnes nées sur le même sol. C'est des personnes, c'est vraiment qui ont le même sang dans les veines et tout, c'est pareil. Là, moi, je trouve qu'on ne peut pas dire que c'est une guerre civile. Moi, je dirais que c'est plutôt un objectif de reconquête. Parce qu'encore une fois, les nouveaux venus qui sont là n'étaient pas présents il y a 30 ans. Et donc, les Français n'ont jamais été consultés quant à leur présence. On n'a jamais fait une votation, nous autres, sur l'immigration. On ne nous a jamais demandé notre avis. Y compris les statisticiens officiels de l'INSEE ont avoué avoir menti sur les chiffres pour ne pas stigmatiser l'immigration, pour ne pas alimenter le débat et le discours du Front National. Donc c'est évident que la question de la remigration sera forcément nécessaire et qu'on ne pourra pas rester, ou sinon on se condamne à être islamisé, on ne pourra pas rester aujourd'hui avec le nombre de musulmans qu'il y a en France et avec le nombre de musulmans qui promet d'augmenter, ne fût-ce que par la natalité. C'est quelque chose d'impossible, ça sera des décisions politiques à prendre qui demanderont du courage, mais qui sont nécessaires. Ceux qui vous racontent qu'il suffit d'arrêter l'immigration et d'essayer de laïciser les musulmans pour régler le problème, ceux-là se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Monsieur Cassan, Madame Poissinier. Bonsoir. Donc, j'ai juste une question concernant les assises que vous aviez organisées là-bas. Pouvez-vous nous dire quel groupe vous aviez invité? Je veux dire, il y avait plusieurs conférences. Disons, nous n'avions pas invité de groupe, nous étions organisateurs, Riposte laïque, Résistance républicaine, présidée par Christine, et le Bloc identitaire. Nous étions 3 organisateurs, nous n'avons pas invité des groupes, nous avons invité des personnalités. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait 25 personnalités de 12 pays différents. Vous aviez des syndicalistes, vous aviez des personnes de gauche, vous aviez des féministes, y compris qui défendaient le droit à l'avortement. Ça a un peu grogné dans la salle, mais bon, ça faisait partie de la diversité. Mais vous aviez réellement tous les chiquiers politiques. Vraiment, vous aviez tous les chiquiers politiques, du plus droitier au plus à gauche. Donc c'était pour montrer la diversité de pensée de chaque... Oui, et en même temps pour envoyer un message. 6 mois avant, nous avions organisé un apéro saucisson pinard. Je crois savoir que certains journalistes ont vu dans l'organisation ce soir de l'apéro saucisson pinard une provocation insupportable, voire un acte xénophobe grave. Nous avions donc organisé 6 mois auparavant un apéro saucisson pinard le 18 juin 2010. Le 18 juin, c'était 70 ans après l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Et nous voulions, 6 mois plus tard, être dans l'esprit de la résistance. Pour nous, l'esprit de la résistance, c'est que dans les années 40, vous aviez des monarchistes, vous aviez des gaullistes, vous aviez des communistes, vous aviez des juifs, vous aviez des gens de la cagoule, vous aviez des gens vraiment de sensibilité politique totalement différente, voire aux antipodes, qui ont été capables, à un moment donné, de mettre de côté leurs divergences et de dire c'est la France qu'il faut sauver tant qu'il y aura l'occupant nazi sur le territoire français. Nous sommes condamnés à nous entendre pour bouter l'ennemi hors du territoire. C'était un petit peu l'esprit de l'apéro saucisson pinard et le fait que nous faisons avec le Bloc identitaire une alliance de circonstances,
mais c'était surtout parce que nous, ce que nous voulons, c'est l'union des patriotes autour de nos valeurs, pour sauver le pays, pour sauver nos principes, pour sauver nos valeurs, pour sauver la démocratie, la laïcité, le droit des femmes et tout. C'est parce qu'on considère quand même qu'on vit dans un pays où la liberté d'expression est admise. Donc vous pouviez vous rassembler pour parler, avoir des vues différentes sur un sujet. Alors maintenant, moi je me réjouis de lire la presse demain matin, parce que là, ce soir en tout cas, je n'ai pas je trouve que ça s'est passé assez calmement, vous avez eu des arguments, et je vous félicite pour votre courage. Merci.